Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne, au cours duquel nous allons tenter aujourd'hui de répondre à cette question cruciale. La communication est-elle un vrai métier ? À l'ère du tout numérique et des réseaux sociaux, le rôle des communicants n'a jamais été aussi important. Pourtant, tout le monde pense savoir comment faire, tout le monde a son mot à dire. Alors, qu'est-ce qui distingue un communicant professionnel d'un amateur éclairé ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec notre prestigieux invité. Directeur de la communication de grands groupes internationaux, il a également été classé par le magazine Forbes numéro 1 des décideurs les plus influents de la communication en France. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris et auteur de nombreux ouvrages sur la communication. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, un honneur et j'espère être à la hauteur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et votre parcours ? Alors mon parcours, il est à la fois simple et atypique. Simple parce qu'il se décompose en 3 parties. Une première partie de vie professionnelle dans le secteur public où j'ai dirigé des cabinets d'élus et avec la communication des collectivités dont ils étaient les présidents. Je suis ensuite allé dans le monde privé où pendant 20 ans, j'ai dirigé en tant que vice-président communication la communication de grands groupes internationaux, des groupes basés en France, mais présents entre 15 et 60 pays dans le monde. Et puis depuis 2 ans, j'ai changé de vie professionnelle, toujours dans la communication parce que je ne sais pas faire autre chose, en créant 2 agences, une que je préside qui s'appelle Tenkan Paris, vous l'avez cité, qui est une agence dédiée à la communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles. Et une seconde qui est présidée par une de mes anciennes étudiantes, anciennes collaboratrices, aujourd'hui associée et aujourd'hui présidente, qui s'appelle Cogiteur, et qui est une agence qui a pour spécificité de réunir uniquement des anciens directeurs de la communication, directeurs et directrices de la communication, c'est-à-dire des gens qui connaissent l'entreprise de l'intérieur, qui connaissent le mode de fonctionnement, les modes de décision, qui savent comment ça fonctionne de l'intérieur et qui apportent leurs compétences en matière de communication pour venir soutenir des dirigeants ou des DIRCOM dans l'ombre, pour apporter une compétence, pour apporter ponctuellement, venir accompagner ponctuellement une mission. Voilà, des gens qui ont cette spécificité de parfaitement connaître l'entreprise puisqu'ils en sont issus. Tout à fait, d'accord. Alors c'est très clair, merci beaucoup Frédéric. Moi je suis Jérôme Grenier, votre hôte, et ensemble nous allons explorer les différentes facettes de la communication en essayant de comprendre comment celle-ci est devenue un pivot stratégique au sein des entreprises. Chers auditeurs, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. C'est parti. Alors tout d'abord Frédéric, c'est quoi la communication en 2024 ? Alors c'est une vaste question, on pourrait y passer des heures, donc il faut savoir synthétiser une réponse. D'abord, la communication tout court, pas en 2024, la communication avant tout c'est créer de la relation. Donc comment créer de la relation, pourquoi créer de la relation, c'est ça la communication. Maintenant, je résume souvent en 4 verbes, 2 verbes qui sont la communication depuis toujours, qui sont peut-être les verbes promouvoir et valoriser, et puis 2 verbes qui sont peut-être un peu plus récents, mais de plus en plus présents, qui sont protéger et préserver. J'imagine qu'on va revenir sur ces 4 verbes, donc je ne vais pas m'étendre tout de suite dessus, mais voilà, la com, c'est créer de la relation, c'est promouvoir et valoriser, protéger et préserver. Très bien. Aujourd'hui, en 2024. Alors justement, comment la communication, selon vous, elle a évolué et quelles sont les tendances émergentes qu'on peut observer aujourd'hui ? La communication, elle a évolué de différentes façons. Elle a évolué d'abord parce qu'elle s'est professionnalisée. Je dirais pas que c'était pas une fonction professionnelle, mais tout n'était pas réuni pour en faire une fonction professionnelle, ce qui est absolument le cas depuis un certain nombre d'années. Et la communication, elle a beaucoup évolué du fait de la technologie. Alors, moi, je suis un vieux de la vieille. Ça fait plus de 35 ans que je dirige des services communication. Quand j'ai commencé, l'Internet n'existait pas. L'Internet a changé beaucoup de choses. Quand j'ai commencé, les chaînes info n'existaient pas. Et tout d'un coup, on est passé de 3 JT par jour, le journal de 13h, le journal de 20h et le journal de la nuit, à un journal toutes les 30 minutes, c'est-à-dire 48 JT par jour. Ça veut dire que ça change les rythmes, ça change beaucoup de choses. Ça change l'intensité de production, l'intensité de réactivité, de réaction, la production, pas seulement de contenu, mais aussi d'images. Donc voilà, ça, les choses ont énormément changé dans ce sens-là.
quand j'ai commencé, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et là, c'est encore plus l'ère de l'immédiateté, puisque c'est même plus toutes les 30 minutes, mais c'est toutes les secondes où il faut être capable de réagir, de comprendre, de voir, de s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment l'évolution, elle est vraiment liée à la technologie qui a changé le temps, qui a instauré l'immédiateté et qui a complètement changé la dimension temporelle de ce métier. Et puis aujourd'hui, arrivent dans les nouvelles tendances, si on peut dire, c'est l'intelligence artificielle qui vient encore bouleverser. Alors, elle vient pas remplacer la com, mais elle vient bouleverser le système, comme ça vient bouleverser beaucoup de choses. Et il va falloir apprendre à faire avec. Il va falloir comprendre l'opportunité de ce que ça représente, puis de voir aussi ce que ça change et de s'y adapter. Donc, c'est un métier en perpétuelle évolution, changement, mouvement. On apprend tous les jours. On peut très vite devenir has-been, on peut très vite être largué. Donc voilà, il faut apprendre, apprendre, apprendre. Il faut aussi savoir gérer ces sujets avec des gens très différents, s'entourer d'anciens qui ont de la connaissance, de la compétence, de l'expertise, des jeunes qui ont une appétence pour les nouveaux outils, pour les nouvelles tendances. Il faut arriver à marier tout ça pour arriver à faire une bonne com dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée. D'accord. Alors, certains estiment que la communication, c'est principalement une question de bon sens et de relations humaines. Qu'est-ce que vous en pensez? À cela, j'ai envie de leur dire qu'un huissier de justice aussi, c'est une question de bon sens et de relations humaines. Et pourtant, ça suffit pas. Donc oui, en réalité, oui. Quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 80, pour recruter un communicant, on attendait de lui qu'il ait un bon rédactionnel et un bon relationnel. C'était vraiment la formule consacrée. C'est un peu une évidence, c'est un peu la base. C'est comme un bon salarié, bah, il doit arriver à l'heure et il doit faire sa journée de travail. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Alors oui, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant. Un bon communicant, c'est celui qui a une capacité d'écoute, d'observation, d'analyse. C'est celui qui a une capacité effectivement d'écrire un discours impactant et un discours correctement écrit. C'est celui qui a la capacité de provoquer des émotions. C'est celui qui a la capacité de créer, d'inventer, d'organiser, de piloter des équipes. Donc ça demande, tout ça requiert beaucoup de compétences et notamment des compétences linguistiques, artistiques, juridiques. On oublie souvent de le citer. Donc beaucoup de compétences cumulées et pas seulement juste avoir du bon sens ou un bon relationnel. C'est presque un prérequis, mais c'est loin d'être suffisant et ça fait pas du tout le métier. D'accord. Alors, comment vous définiriez aujourd'hui le rôle de la communication au sein d'une entreprise? Alors, je la définis assez simplement. Et, on est en train, en partie, de le réaliser. Donc, certains avec avance ou sont à l'heure et d'autres avec beaucoup de retard. Pour moi, la communication, c'est simplement une fonction stratégique, c'est-à-dire une fonction qui produit de l'intelligence. Et la communication, ce n'est pas ce à quoi elle est souvent réduite, c'est-à-dire un service support qui fabrique des outils. Fabriquer un outil de communication, c'est le stade final d'un long processus de réflexion, de production, de création. Et à la fin, on va produire l'outil pour produire un livrable. Mais la fonction communication, c'est d'abord une fonction stratégique parce qu'elle produit de l'intelligence. D'accord. Alors, quelles sont selon vous les compétences clés qu'un communicant doit posséder pour réussir dans ce métier? Alors, il n'est pas si facile que ça de répondre à cette question, mais je vais le faire très clairement. Mais non, mais il faut faire preuve d'un peu de discernement dans cette question qui est très ouverte, parce qu'en réalité, la communication, je ne cesse de promouvoir le fait que la com est un métier. En réalité, c'est un écosystème de métiers. Et donc, évidemment, on n'a pas besoin des mêmes compétences si on fait, et tout le monde le comprend tout de suite, si on doit écrire un discours, c'est pas exactement le même exercice que d'écrire un communiqué de presse ou d'écrire sur les réseaux sociaux, mais de créer, de faire du design ou du web design et de construire un site web, ça requiert et ça appelle d'autres compétences aussi. Donc, évidemment, on est sur des métiers parfois très différents. Donc, ma réponse, je peux la faire sur le métier généraliste ou sur le DIRCOM ou la DIRCOM qui a besoin d'un certain nombre de réunir, de convoquer un certain nombre de compétences clés pour exercer son métier. Et là, moi, j'en vois 5. En tout cas, j'en évoque régulièrement 5. La première, c'est d'avoir du sens politique. Alors, je sais, parfois, ça surprend quand je dis ça. Avoir du sens politique, c'est avoir une capacité à évoluer avec succès dans les jeux de pouvoir et d'influence qui sont faits de relations formelles et informelles. Donc, c'est entre l'intuition et l'intelligence pure. C'est comprendre le monde dans lequel on est, l'environnement dans lequel on se trouve et savoir comment évoluer au sein de cet environnement. La deuxième compétence, elle est évidente, mais c'est être une force créative, c'est-à-dire avoir des idées,
jamais s'interdire de penser et avoir des idées. Tout le monde n'a pas des idées. Les gens ont souvent une opinion, mais ils n'ont pas forcément des idées, et c'est une nuance. Avoir une opinion, ce n'est pas une compétence. Avoir des idées, c'est un début de compétence. La troisième compétence clé, c'est certainement celle de maîtriser l'intelligence de la marque. C'est une donnée évidente dans les pays anglo-saxons, ça l'est un peu moins chez nous, je trouve. L'intelligence de la marque, une marque, c'est pas seulement un nom ou un logo. Une marque, c'est une histoire, c'est un discours, c'est des engagements, c'est une singularité. Ensuite, c'est aussi une identité visuelle, une identité sonore. On l'oublie. Quand on pense à la SNCF, on pense tout de suite à l'identité sonore, mais toutes les marques n'ont pas une identité sonore, mais ça montre l'importance de l'identité sonore. C'est aussi son incarnation par des experts au sein de la marque, par ses dirigeants. Donc, maîtriser cette intelligence de la marque et la maintenir cohérente et la faire évoluer dans sa cohérence, ça, c'est une compétence clé du communicant. Et j'en vois deux autres, celle d'être un stratège des relations presse. Oui, les réseaux sociaux sont arrivés, mais ils n'ont pas remplacé les médias et la presse. C'est en plus, ce n'est pas en moins. Et la presse reste un média de masse, un média très puissant, un média très positif aussi. Quand la presse parle de vous, ça a une valeur bien plus importante que quand vous faites une publicité. Donc, être un stratège de relations presse, c'est quelque chose de très important. Et bien, enfin, j'ai cité les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut non pas être digital natif, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui devraient partir tout de suite à la retraite comme moi, mais assurément penser digital natif. Voilà, le numérique a une place aujourd'hui tellement importante qu'on ne peut pas en faire abstraction, évidemment. Il faut comprendre le fonctionnement, il faut comprendre cet environnement, et donc il faut penser digital natif, quel que soit son âge. Je suis certain qu'il y a des jeunes de 15 ou 20 ans qui ne pensent pas digital natif, mais il y a des quadras ou des quinquas qui pensent digital natif et qui sont très à l'aise dans cet environnement. Voilà ce qui me semble être les 5 compétences clés pour le généraliste de la communication ou pour un dirigeant dans la communication. Ok. Alors, à quel point la personnalité du dirigeant, elle influence la stratégie de communication d'une entreprise? Je ne suis pas certain que la personnalité du dirigeant, quelque part, influence la stratégie de communication. Peut-être même la stratégie, d'ailleurs. C'est son intelligence plus que sa personnalité. Alors, elle va éventuellement l'incarner en fonction justement de cette personnalité. Est-ce qu'elle a plus ou moins une appétence à la communication? Est-ce qu'elle est plus ou moins à l'aise pour s'exposer, pour s'exprimer? Et donc, dans ce cas-là, elle peut incarner d'une façon ou d'une autre la communication de l'entreprise. Je ne suis pas certain qu'elle va l'influencer. La meilleure influence d'un dirigeant sur la communication, alors soit c'est lui-même ou elle-même un communicant, mais à ce moment-là, elle n'a pas de communicant, elle fait ça comme elle-même, mais c'est rarement le cas. Les dirigeants d'entreprise sont rarement formés à la communication, ils sont rarement préparés, ils sont rarement entraînés, ont peu de pratique de ce sujet. Donc, la meilleure influence qu'ils puissent avoir, c'est de recruter le bon ou la bonne DIRCOM, de mettre les bonnes ressources et les bons moyens pour la communication et faire confiance à leur équipe et à leur expertise et ne pas ensuite se prendre pour des communicants à la place de leurs communicants. Ça, c'est souvent la meilleure influence qu'ils puissent avoir et faire respecter la communication par les autres fonctions de l'entreprise qui souvent se pensent toutes légitimes pour venir mettre leur grain de sel dans la communication alors qu'elles n'autorisent pas les autres directions à venir mettre leur grain de sel dans leur sujet d'expertise, ce qui est normal puisque ce sont eux qui sont supposés être les experts. Mais il faut réserver le même traitement à la communication. Et c'est cette influence-là qui est certainement la plus importante de la part d'un dirigeant pour son bien et pour le bien de son entreprise. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce que vous disiez, c'est-à-dire que la communication, c'est un des rares domaines où en fait tout le monde peut donner son avis parce que tout le monde sait communiquer. On va pas demander à un garagiste ou à un boulanger de dire voilà, je vais fabriquer cette voiture à votre place, je vais fabriquer cette baguette à votre place. Pourquoi en fait dans la communication, tout le monde se permet, comme vous disiez tout à l'heure, de donner son grain de sel, de donner son opinion. Tout le monde pense savoir communiquer. Oui, nuance. En deux phrases, vous avez dit deux choses plus nuancées la seconde fois. Vous avez commencé par dire tout le monde sait communiquer C'est vrai. et tout le monde pense savoir communiquer. Alors Complètement. non, tout le monde sait émettre un son depuis Complètement. sa bouche et donc dire quelque chose. Ça ne veut pas dire quelque chose d'intelligent, dire quelque chose d'impactant, dire quelque chose qui a du sens, dire quelque chose qui va mener à une émotion, à une réaction, à Tout à une fait. action. Donc tout le monde ne sait pas communiquer. Certains dirigeants, pour revenir aux dirigeants, il y a des dirigeants qui aiment s'exprimer, Oui, qui bien sont de sûr. bons orateurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous aimez vous exprimer devant une assemblée ou que vous êtes un bon orateur que vous êtes pour autant un bon communicant. C'est Vous vrai. pouvez être très à l'aise pour vous exprimer devant une assemblée sans pour autant être capable de véhiculer un message et de permettre aux gens de ressortir avec une nouvelle motivation, avec une nouvelle force, avec de nouvelles idées. Donc,
il y a un travail qui passe par une pratique, par une expérience, par une expertise, qui fait que voilà, on peut penser savoir C'est ça. communiquer sans savoir du tout communiquer. Et comme je le disais au début de notre échange, avoir un avis, tout le monde peut donner son avis comme au comptoir d'un café, mais avoir un avis, c'est pas une compétence. Complètement. Donc on peut donner son avis, et souvent l'avis d'ailleurs, il se limite à un avis affectif, qui passe par un j'aime pas ce logo, j'aime pas cette couleur, j'aime pas cette affiche. Mais en fait, on n'en a rien à faire d'aimer ou pas aimer, puisque la communication, c'est pas fait pour se faire plaisir ni pour faire plaisir à d'autres. C'est fait pour servir un objectif, pour servir une stratégie. Donc, est-ce que j'aime l'orange ou est-ce que je n'aime pas l'orange? On s'en fout. C'est est-ce que c'est la bonne couleur qui va permettre de toucher, de sensibiliser la cible pour servir l'objectif qu'on s'est fixé, que ce soit un objectif business, un objectif d'action, d'engagement, peu importe. C'est est-ce que je sers un objectif? Et donc, je ne sers pas mes intérêts, je ne fais pas les choses en fonction de mes goûts personnels, ni pour faire plaisir à la majorité de mes collègues autour de moi dans l'entreprise, ni pour satisfaire le dirigeant ou le conjoint du dirigeant, parce que c'est aussi parfois une question. Une action de communication et un travail de communication peut parfois être anéanti le matin au petit déjeuner, parce qu'un dirigeant va demander à son conjoint, à sa conjointe ou à ses enfants s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Et c'est le travail de toute une équipe et des semaines et des mois de réflexion qui peuvent être anéantis. Oui, parce que mon épouse est sensible, mon mari a beaucoup de goût, mes enfants sont sur Facebook. Donc, en fait, ils seraient plus compétents que les gens que vous avez recrutés, que vous payez tous les jours parce qu'ils ont une pratique, une expérience, une expertise. Tout d'un coup, ces personnes-là seraient plus compétentes que vos propres équipes com. Non, je reviens à l'influence du bon dirigeant. L'influence du bon dirigeant, c'est de reconnaître la compétence là où il l'a placée, là où il l'a recrutée et là où il la paye. Ah, c'est très clair. Merci beaucoup. Comment les équipes de communication collaborent avec les autres départements stratégiques de l'entreprise, comme le marketing, les ressources humaines, la direction générale? On l'a indirectement évoqué quelque part il y a quelques instants. Alors, le comment, c'est certainement avec respect et respect mutuel. Les autres directions de l'entreprise sont des clients internes Oui, de la communication, mais comme les ressources, comme les autres départements sont aussi des clients internes des ressources humaines qui recrutent, qui licencient, qui forment les équipes. Ça doit être considéré comme tel. Et quand vous êtes une autre direction au sein d'une entreprise, la direction de la communication, elle est là pour servir vos besoins. Elle n'est pas là pour fabriquer les outils que vous lui demandez de lui fabriquer. Elle est là pour entendre vos besoins, vous les exprimez, et la communication va les transformer en stratégie, puis en action. Et ce n'est pas nécessairement celle à laquelle vous allez penser. Donc, on ne vient pas dans une direction de la communication pour dire « j'ai besoin d'une newsletter ». On vient en disant « j'ai besoin de toucher telle cible et de passer tel type de message ». Et c'est la direction de la communication qui va réfléchir à la meilleure façon de véhiculer les messages et servir votre besoin, va identifier les cibles et la meilleure façon de toucher vos cibles, et qui va alors pouvoir déterminer si ça doit passer par des réseaux sociaux, par une newsletter, par un podcast, par des vidéos, par un événement. Vous êtes là pour exprimer votre besoin et pour bénéficier du travail, de l'expertise de la com, pas pour venir lui expliquer le travail que vous voudriez qu'elle fasse, que vous ne savez pas faire, mais que vous imaginez savoir faire. ok. Et pour revenir sur ce sujet et votre question précédente d'ailleurs, notez à quel point souvent les comités de direction se transforment en club des DIRCOM. Dans un comité de direction, chaque direction va présenter ses sujets, les partager. Et puis au moment du sujet de com, d'ailleurs souvent à la fin, 5 minutes à la fin s'il reste du temps, tout d'un coup tout le monde va se transformer en DIRCOM et tout le monde va se défouler quelque part. C'est un petit peu le moment de fin, on se relâche et puis on va se défouler sur la com. Non, un comité de direction, c'est pas un club de DIRCOM, c'est pas un club de DRH, c'est pas un club de juristes. C'est une assemblée où chaque autorité sur un sujet vient présenter, partager ses sujets, vient pas les soumettre à la démocratie participative. Quand on engage un plan de financement, on ne le soumet pas à la démocratie participative. Quand un directeur IT vient vous expliquer les actions de cybersécurité qu'il va mettre en place, on ne le vote pas à main levée. Bien, quand le directeur ou la directrice de la communication vient vous présenter une campagne ou une action de communication en cours, même chose, on ne vote pas à main levée pour savoir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. D'accord. Alors, comment la communication, elle peut s'avérer capitale aujourd'hui dans la gestion des crises? Alors, question intéressante et qui me concerne de très près, puisque je travaille beaucoup sur la question de la crise. Alors déjà, peut-être petite différenciation, il y a la gestion de crise et il y a la communication de crise. Complètement, ouais. Donc la communication de crise, c'est un des éléments de la gestion de crise. Moi, je suis de ceux qui ne sont pas partisans que la communication gère la crise. La crise, elle doit être gérée par un pilote, alors que ce soit une personne qui soit à la tête de l'entreprise ou une autre personne, mais une personne qui va se consacrer à la gestion de la crise et de la coordination de la gestion de crise. Et au sein de cette équipe, il y a les experts de la communication qui, eux, vont s'occuper de la communication de crise.
Donc ça, c'est important de faire cette nuance. Donc si le DIRCOM s'occupe de la gestion de crise de façon générale, il va consacrer moins de temps de cerveau à la communication de crise. Donc encore une fois, là, c'est aussi une question de respect. Pas à peine de dédier au DIRCOM plus de fonctions que ce qu'il est supposé capable de faire. Donc petite nuance importante à avoir. Après, la communication de crise, on va dire, c'est l'exercice le plus subtil et le plus abouti de la communication, puisque ça requiert en fait toutes les compétences et expertises de la communication. C'est l'exercice le plus exigeant, le plus sensible, auquel il va falloir être le plus attentif. Et donc, c'est plutôt un exercice qu'on va confier à des gens qui ont une certaine expérience, soit parce qu'on les a en interne, soit parce qu'on va les trouver en externe pour se faire accompagner. On ne peut pas abandonner ou déléguer sa communication de crise à un prestataire externe. On est bien obligé de le piloter. Mais par contre, peut-être qu'on n'a pas toutes les compétences ou les moyens de le faire. Donc, il faut se faire accompagner et en tout cas le confier à des gens qui ont une expérience. On ne s'improvise pas communicant. L'improvisation, c'est vraiment un des pires ennemis de la communication. Mais alors, on s'improvise encore moins communicant de crise. Voilà, quand il y a des enjeux aussi importants que ceux de la survie de l'entreprise, de ses collaborateurs, de ses biens matériels, immatériels, de ses finances, de ses clients, ben, ce n'est pas le moment de s'improviser communicant. Alors, vous, en tant que directeur de communication, est-ce qu'il y a une situation ou une crise qui vous a particulièrement marqué dans les années précédentes? C'est une très vaste question parce que des crises, j'en ai géré j'allais dire des centaines. Est-ce que j'en ai géré des centaines? Je sais pas, mais j'en ai géré tellement, de nature tellement différente, avec des connotations politiques, avec des connotations environnementales. Je pense que les plus sensibles, les plus difficiles, c'est à partir du moment où l'humain est en cause et où il y a des victimes. Parce que la crise prend une toute autre nature. À partir du moment où vous avez des gens, dans le cadre d'une crise, qui se retrouvent blessés ou morts, que ce soit des collaborateurs, des personnes extérieures, que ce soit des clients, la crise prend une autre dimension. Le sens des responsabilités est beaucoup plus fort. Votre mobilisation intellectuelle est aussi beaucoup plus forte. Donc, les crises les plus sensibles sont évidemment toujours celles où il y a des victimes, où l'humain est en cause. Et quand on évoque ça, ça me donne envie de rappeler que le sens de la responsabilité, c'est quand même la chose la plus importante dans l'absolu, mais vraiment en situation de gestion de crise et de communication de crise. Et il y a un message que je véhicule toujours aux gens avec lesquels je travaille ou que je forme, c'est que quand il y a de l'humain en cause, la première priorité, c'est l'humain. Ça va de soi en le disant, mais ce n'est pas du tout forcément la pratique. Donc la première responsabilité, ce n'est pas de chercher à savoir si on a commis une faute ou si on n'a pas commis de faute. La première responsabilité ou le premier message, ce n'est pas de chercher à se dédouaner pour montrer qu'on n'est pas responsable. La première responsabilité, c'est de gérer l'humain, gérer les victimes elles-mêmes, gérer l'entourage. L'entourage, ça peut être les collègues, ça peut être les autres dirigeants, managers de l'entreprise, c'est évidemment la famille, c'est tous les tiers autour, toutes les parties prenantes qui peuvent être intéressées par ce sujet. Et ça se résume en une seule phrase, c'est qu'en communication de crise, mieux vaut paraître coupable que salaud. Peut-être qu'on n'est pas coupable, peut-être que notre responsabilité sera dégagée, ce n'est pas la priorité de l'instant de la crise, c'est pour plus tard. Donc, ne pas passer pour un salaud qui ne tient aucun compte de la situation humaine, ça doit être absolument la priorité, et mieux vaut donc être coupable que salaud. D'accord. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la montée en puissance des nouvelles technologies, des réseaux sociaux notamment. Est-ce que la montée des réseaux sociaux, elle a rendu la communication plus facile ou plus complexe pour les professionnels de la communication? En réalité, certainement les deux. Plus facile parce que tout d'un coup, on devient propriétaire de ses propres médias. Donc, on n'a plus à passer par les autres médias. Si, je l'ai dit tout à l'heure, il faut rester un stratège des relations presse. Donc, on a toujours à passer par les autres médias, mais en parallèle, on a ses propres médias. Avant même les réseaux sociaux, on a un site web, un blog. Ce sont déjà nos propres médias. Puis après, on a effectivement les réseaux sociaux qui permettent, plutôt comme Twitter X, d'être un pur média, ou d'autres réseaux qui sont plutôt des réseaux d'engagement et d'échange. Donc oui, dans ce sens, c'est une facilité et une chance.
avec la contrepartie, c'est que de l'autre côté, vos cibles ont les mêmes capacités à communiquer et peuvent mieux communiquer éventuellement que vous, voire peuvent être des détracteurs et vous attaquer. Et donc, en fait, le champ médiatique est devenu infini. Il est 380, 360, 380, et il est étendu à l'infini. Donc, dans ce sens, c'est une difficulté avec la contrepartie que vous possédez vous-même vos propres médias pour pouvoir vous exprimer. Ça n'a qu'une seule conséquence, c'est que ça exige d'être toujours plus professionnel, puisque on ne peut pas laisser des amateurs piloter ces réseaux au risque justement d'être beaucoup moins bons que les gens qui sont en face. Tout à fait. Très bien. Alors, comment vous voyez, vous, l'avenir de la communication d'entreprise ? Je la vois, pour être cohérent avec ce que je vous ai dit précédemment, l'avenir de la communication d'entreprise, je la vois quelque part toujours plus professionnelle. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est plus possible de mettre au placard de la com une personne dont on n'a pas envie de se séparer, mais qui est mauvaise dans n'importe quelle autre fonction dans l'entreprise. Donc, du coup, on la met à la com. Et puis, de préférence à la communication interne, parce que comme si c'était le parent pauvre de la communication. Donc, les gens dont on ne sait pas quoi faire, on les met à la com interne. Donc, assurément d'être toujours plus professionnel. Plus professionnel à commencer dans le recrutement. Les recruteurs connaissent très mal les métiers de la communication. Donc, c'est assez compliqué de recruter, de faire un bon recrutement en communication, puisque les gens qui sont en face pour vous recruter ne connaissent pas vos métiers. Donc, c'est un vrai sujet. Et je pense aussi que l'avenir de la communication, il va passer par la crise. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Pour exprimer son goût personnel sur un logo, sur une affiche ou sur une bouteille de champagne à mettre pendant un événement, là, tout le monde pense avoir un avis. Quand il s'agit de prendre une décision en cas de communication de crise, là, les touristes de la com, souvent, font un pas en arrière et disent « Ah non, mais ça, c'est pour les professionnels de la com ». Donc, quand il y a des risques ou des coups à prendre, là, tout d'un coup, le communicant est mis en avant. Et je pense que c'est une chance pour le communicant, une chance à saisir pour valoriser son expertise et montrer à quel point la communication est un métier. Et peut-être que la crise à laquelle on ne peut pas échapper de toute façon aujourd'hui, avec l'immédiateté, l'instantanéité, la multiplication des médias et des sources d'informations, des retombées d'informations, de la rumeur, de tout ce qui fait notre quotidien aujourd'hui, de façon générale et dans l'entreprise en particulier, fait que nous vivons dans un monde de crise dans lequel il faut renforcer les compétences pour y faire face. Et le communicant de crise trouve encore mieux sa place dans ce cadre. Et donc, renforcer l'idée que la communication est bien un métier. Merci Frédéric. Alors nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Chers amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce sujet passionnant. En tout cas, si une chose est parfaitement claire à l'issue de cet épisode, c'est que la communication est un vrai métier qui exige à la fois expertise, créativité et une compréhension profonde des enjeux de l'entreprise. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité Frédéric Fougera pour ses perspectives éclairées. Merci beaucoup Frédéric. Merci Jérôme. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Un grand merci également à l'agence CMS et Kin Studio pour la réalisation de cet épisode. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager notre podcast. Sur ce, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de notre podcast. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt. Point à la ligne.